poignant, sincère, qui parle de souffrance, mais aussi d'espoir. Et maintenant, avec mes invités, qui sont tous agriculteurs ou futurs agriculteurs, on va prolonger ce film et s'interroger sur les causes du malaise paysan et sur ses remèdes. Stéphanie Anne, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes agricultrice près de Bayeux, en Normandie. Il y a près d'un an et demi, on avait fait votre connaissance au travers d'un documentaire sur un collectif de femmes agricultrices et femmes d'agriculteurs qui s'appelle les Foulards Noirs. Un collectif qui mène un combat courageux, qui était d'éveiller les consciences sur la crise vécue par les paysans et par leurs familles. Donc vous allez nous dire où vous en êtes aujourd'hui. Mais déjà, ce documentaire, vous vous êtes reconnu un peu dans ces personnages ? Oui, je dirais que je me suis reconnue dans presque tous les personnages. La première personne qui doit... où il y a la vente de ces vaches. Où on sent une colère, une tristesse voilà, une terrible. tristesse terrible. Nous, on a arrêté de traire, mais on a fait le choix. Donc ça a été déjà douloureux, difficile de voir ces bêtes partir, malgré notre décision. Alors je me dis... ce monsieur-là qui, lui, n'a pas eu le choix, ça a dû être horrible. Après, je me reconnais aussi dans le deuxième personnage où il dit que c'est une délivrance. Parce que moi, ça a été mon cas après, vraiment. Changement de la vie quotidienne, mais aussi tout ce poids, toute cette pression, où là, j'ai soufflé aussi, quoi. Alors, vous le disiez, donc, vous éleviez des vaches laitières. Oui. Donc, aujourd'hui... plus de lait. Fini. Qu'est-ce voilà. que vous faites aujourd'hui ? Donc on a des vaches allaitantes de race charolaise, toujours nos céréales, et on a un petit camping à la ferme qui nous a permis de nous diversifier et surtout de pouvoir maintenir notre ferme tout en arrêtant l'activité laitière. Et donc votre rythme de travail n'est plus le même ? Du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi votre journée ? Eh bien déjà, plus la traite, donc déjà c'est plus 5 la heures grasse du matinée, matin. 6h30, 7h ? Voilà, 6h30, 7h pour emmener les enfants à l'école. Et puis la surveillance des animaux, le paillage, etc. Et puis là, l'été, le printemps arrive, l'été, donc là on est vraiment dans l'activité touristique, quoi. Ouais. Et donc vous voyez plus les enfants, c'est plus un équilibre familial qui est revenu. Tout à fait, oui. Vous avez eu peur à un moment de ce rythme absolument effréné et épuisant ? Oui. Moi, je me rendais pas compte parce que j'étais tout le temps pris dans le travail. Mais c'est surtout mon entourage, mes amis qui me disaient mais un jour tu vas péter les plombs, c'est pas possible. Faire les journées que tu fais, c'est pas les heures de travail, c'est le stress de se dire on n'y arrive pas. Enfin, on a beau bosser quand le prix n'est pas là, que ça soit en lait ou d'autres activités. Quand c'est pas rémunérateur, au bout d'un moment, on baisse les bras, même si on est motivé. Et ça, psychologiquement, c'était plus dur que physiquement, je dirais. Et ce camping que vous avez créé, ça vous permet aussi de rencontrer des gens, parce que c'est quand même, parfois on est assez isolé, même en famille. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment le côté de la chose qui me plaisait beaucoup. Déjà pour nous, à titre personnel, de rencontrer du monde et d'échanger, de pas être enfermé quelque part sur notre exploitation. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs aussi, de voir... Ça nous permet d'expliquer, de voir les gens voient comment on travaille, comment on est avec nos bêtes. Et ça permet un peu de dédramatiser, je dirais c'est un peu exagéré de dire ça, mais on est quand même très mal vu à l'heure d'aujourd'hui, l'image de... On va en reparler, ça, justement, de cette image. Et ça permet d'échanger et de mieux se comprendre, disons. Et puis, financièrement, c'est important. Votre production vous permettait de dégager 350 € par mois. Aujourd'hui, c'est plus facile de joindre les deux bouts ? Ah oui, tout à fait. Et on a l'impression surtout... Moi, même si pour l'instant, c'est difficile parce que lancer l'activité, il faut un budget, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je vis mieux dans le sens où je me dis je travaille pour quelque chose qui va être rémunérateur. C'est ça. Le fait de se lever le matin et de dire je gagne pas d'argent, c'est sur le long terme. Une crise, elle est passagère, on peut la supporter. Mais quand on n'a plus du tout on perd la motivation, on est découragé. Et puis tous les événements après s'enchaînent et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Alors vous êtes battue vraiment avec votre mari pour garder votre ferme. Et les efforts que vous avez faits, c'était aussi pour votre fils, Aurélien. On va juste revoir un extrait du documentaire Les Chants de la colère. Donc c'était il y a 1 an et demi. Ça a été l'école ? Ouais. T'as pas eu de notes ? Non. Et le contrôle d'histoire, du coup, vous l'avez fait ou pas ? Non, on n'a pas fait de papier. Ah, bah ça va. Bon. T'es là pour rentrer les vaches, ça marche. Allez là ! Aurélien voudrait reprendre la ferme, mais là, on est plus que partagé, quoi.
autant, bien sûr, on serait heureux parce que voilà, c'est un beau métier et qu'il aime les animaux comme c'est pas permis. Mais ça nous fait horriblement peur, quoi. Allez les filles! On essaye de montrer le moins possible, évidemment, parce qu'on se dit qu'à cet âge-là, qu'ils profitent pleinement de l'insouciance, quoi. C'est hyper important. Moi, j'ai vu Aurélien s'asseoir dans le canapé le soir après manger à côté de son père et dire « T'as pas l'air bien, tu me caches quelque chose ?» Alors, soit on avait perdu une bête, ou soit on avait reçu un rappel de facture et on se dit « Oh là là, ça va jamais le faire ». Et j'ai vu Aurélien fondre en larmes et puis se dire « Je sais que vous me cachez quelque chose, ça va pas, me dites pas que vous allez vendre la ferme, que vous allez être obligé, vous méritez pas ça, vous bossez dur. » Donc là, c'est difficile, faut prendre sur soi et puis se dire « Faut aller de l'avant, quoi ». C'est déjà notre rôle en tant que parents, de les préserver et puis on peut pas non plus baisser les bras, quoi. On n'a pas le droit. On le voit, Aurélien, très impliqué et puis amoureux de toutes ces bêtes. Comment il a vécu justement cette séparation avec les vaches laitières ? Alors, ça a été compliqué. On a anticipé quand même avant de... Voilà. En lui parlant beaucoup, Voilà, expliquant. Expliquant beaucoup. Après, c'est vrai qu'au moment où on a arrêté de traire, bon, il avait 13 ans, donc il comprenait certaines choses, il ressentait bien quand ça allait pas. Après, on a toujours des animaux, donc ça a été quand même... on n'aurait pas continué une activité avec des vaches, là, ça aurait été... ouais, très compliqué. Et votre fille, pas impliquée comme ça ? Alors, elle, pas du tout. Du tout. Je dirais même presque écœurée. Mais parce qu'elle vous a vu trop travailler ? Voilà. Elle nous dit tout le temps, vous travaillez. Enfin, moi, je ne veux surtout pas faire ça parce que je veux un métier où je gagne ma vie. Et voilà. Où je pars en vacances. Et c'est ça, exactement. Marie Lardier, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans votre famille, on est agriculteur de génération en génération. Vous avez un diplôme d'ingénieur agricole. Vous enseignez les techniques d'élevage et l'économie générale dans un lycée agricole. Et vous avez le projet de prendre la relève de votre mère sur l'exploitation d'élevage de vaches et de culture, maïs, betterave, blé. Oui, c'est ça. C'est un peu comme Aurélien. C'était un rêve d'enfant de devenir agricultrice ? On peut dire ça comme ça, effectivement. Très tôt, toute jeune, en fait, je disais que je voulais être fermière. Donc, effectivement, c'est quelque chose... Par amour des animaux ? Plutôt par amour des animaux. Après, c'est un équilibre aussi entre la production végétale et production animale. Mais ça m'a très vite beaucoup plu et j'ai toujours aimé aller aider mes parents toute jeune que j'étais, en fait. Et alors justement, garder ces terres sur lesquelles vos parents ont travaillé et travaillent encore, c'est important, ça ? Oui, disons que je pense que dans le monde agricole, on est très attaché au patrimoine, en fait. Donc là, c'est une exploitation qui a été bâtie par mes grands-parents. Et donc, ça a du sens pour moi d'essayer de faire pour que cette exploitation continue dans l'orientation que je lui ferai prendre de toute façon. Mais voilà, c'est important pour moi de faire perdurer l'exploitation, en fait. Vous avez des sœurs ? Oui, 3. Pas de frères, que des sœurs ? Non. Et c'est vous qui êtes vraiment impliquée ? Les autres sœurs vous soutiennent, mais ne sont pas impliquées dedans ? C'est ça. En fait, on a tout été élevés autour de l'exploitation agricole, mais ça a toujours été moi qui était plus intéressée par les animaux et par le fait d'aller sur l'exploitation. Mais effectivement, elles ont pas de projet d'installation, mais par contre, elles me soutiennent beaucoup dans la démarche que je vais avoir bientôt. Et vos parents ont réagi comment à cette démarche ? Heureux ou en essayant de vous décourager un peu ? Alors, j'ai envie de dire qu'ils sont plutôt fiers, ils sont contents parce que ça leur donne des perspectives et c'est important pour eux de savoir que l'outil va continuer, en fait, quelle que soit l'orientation que je lui ferai prendre de toute façon. Mais c'est déjà aussi arrivé quelquefois que ma maman me dise t'es pas obligé de t'installer, vraiment tu fais ce que tu veux. Et enfin mon père c'est pareil. Il y a absolument pas de pression et ils me disent toujours tu fais ce que tu veux. Si tu ne reprends pas, c'est pas grave. Alors le projet c'est l'installation dans 2 ans. Oui. Vous êtes en train de bien tout ficeler. Vos inquiétudes, vos angoisses, c'est quoi pour l'instant ? Alors je pense que comme toute personne qui devient son propre patron, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, c'est que j'ai une petite appréhension du fait de me tromper, enfin voilà, de prendre une décision qui
qui aient des conséquences importantes et qui me mettent en difficulté. Après, le métier d'agriculteur, en fait, il y a aussi beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas comme La météo? comme la météo, comme le fait qu'on travaille avec du vivant, et du coup, il y a toujours une part d'incertitude. Et donc, ça fait aussi partie des choses, voilà, c'est un vrai engagement, c'est pas un simple métier, en fait, ça a aussi des répercussions sur notre vie personnelle, parce que voilà, c'est tous les jours, en fait. Ça, c'est sûr. Ça ne s'arrête jamais. Stéphanie, comment votre mari a vécu la crainte de perdre la ferme quand ça allait vraiment pas bien? Alors mon mari, c'est vraiment ce côté-là où c'était la ferme familiale, donc repris après ses parents et ses grands-parents, et de se séparer de la terre, ça aurait été presque inconcevable pour lui, quoi. C'était, quand on dit l'attachement l'attachement familial, et c'est peu de le dire, c'est vraiment très important. Et vous avez vu autour de vous des fermes fermées? Oui. D'abord, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous arrivez à aider? On essaye d'être solidaires les uns envers les autres. Après, c'est difficile parce que certains veulent pas dialoguer, et puis ils ont ce sentiment de honte de ne pas avoir réussi, alors qu'en fait, l'échec, c'est pas, voilà, c'est pas leur travail qui est en cause. Tout à fait. Donc c'est pas facile de dialoguer, en fait. D'arriver à aider. Voilà, tout à fait. Édouard Bergeon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez de nombreuses casquettes, réalisateur de films, restaurateur et agriculteur. Vous avez réalisé en 2012 un très beau documentaire qui s'appelait Les Fils de la Terre, qui introduisait dans l'intimité d'un agriculteur producteur de lait dans le Lot, qui partage beaucoup de points communs avec votre père, mais pour lui, c'est la vie qui l'a emporté, contrairement à ce qui est arrivé à votre père. C'est quoi l'histoire de votre père? Mon père est parti il y a 20 ans cette année. Il a mis fin à ses jours après beaucoup de travail et beaucoup de fatigue. On est agriculteur de père en fils dans ma famille, du côté de mon père et du côté de ma mère. Mon grand-père a plutôt obligé mon père à reprendre l'exploitation agricole, même si mon père était passionné par ce milieu. Il voulait être ingénieur agronome également. Mais il y avait la pression quand même. Il y avait la pression. Il ne faut pas oublier la pression de la famille dans le monde agricole. La terre ne ment pas, c'est peut-être des valeurs de Vichy, mais en tout cas, il y a une rigueur et une rudesse dans la terre. Mon grand-père a repris, et a repris peut-être au mauvais moment, les années 80, juste avant la mondialisation, la réforme de la PAC, l'ouverture des marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille de plus en plus, mais le consommateur veut consommer pas cher, donc l'Europe apporte des aides compensatoires, ces fameuses primes, et l'agriculteur perd son identité. Mon père a très mal vécu la perte d'identité quand Bruxelles a dit qu'il fallait qu'il gère ses terres de telle manière, mettre ces terres-là en jachère. Ça, c'est hyper rude, en fait. Et nous, il a fallu qu'on, par des économies d'échelle, on grandit dans ces cas-là. On fait du chevreau, on fait du poulet fermier, du poulet industriel. On fait ça en intégration avec des coopératives. À la base, le système coopératif, au sortir de la guerre, c'est hyper intéressant. C'est le pouvoir aux agriculteurs, sauf que les agriculteurs ont perdu leur pouvoir parce que ces coopératives sont devenues des gros groupes agro-industriels. Donc, il a fallu qu'ils grandissent, qu'ils investissent en nom propre. On fait des bâtiments, on emploie des salariés, on en avait jusqu'à 7, 8. Mais quand vous ne décidez pas de la facture et que vous décidez pas des cours de marché, qui devient la variable d'ajustement? C'est l'homme, l'humain, la famille. Donc nous, comme dans le cas d'à côté, on travaillait. Enfin, je dis on travaillait parce que toute la famille, on voit Aurélien, on comprend bien. mais on part pas en vacances, on grandit au grand air. Moi, je suis très fier d'avoir grandi à la ferme et dans une encyclopédie à taille réelle, ce qui me permet d'avoir plusieurs casquettes aujourd'hui, parce qu'auprès de mes parents, j'ai appris énormément de choses. Mais la terre est amoureuse et elle colle aux bottes, et elle est toujours là, et je vais devoir d'ailleurs reprendre l'exploitation agricole. On va reparler de ça, mais juste concernant votre père, c'est vraiment un incendie dramatique qui a fini de l'épuiser et de le... Des baisses de cours de marché, on fait du chevreau d'engraissement, à l'époque ça part en Italie, la lyre se casse la figure, on vend à perte. Y a pas, dans mon documentaire, je parle d'un incendie, mais il y a 2 incendies qui ont ravagé la ferme en l'espace de 8 ans. Un grand-père donc qui n'aide pas son fils, et plutôt qui lui vend la ferme au prix fort, qui lui appuie la tête sur l'eau. Une non-reconnaissance, ça crée un isolement. On a beau être en famille, il faut
faut arrêter de penser que les agriculteurs mettent fin à leur jour parce qu'ils sont seuls et célibataires. Non, ce qu'on disait, l'isolement, il peut se vivre en famille. Bien Exactement. Quand on reçoit des courriers de la MSA, de la banque et uniquement des visites de commerciaux pour vous vendre des produits, au bout d'un moment, on est isolé. Donc une fatigue physique, puis une fatigue morale, un caractère fort. Mon père, il n'était pas malade. C'est des gens rudes, costauds. Et puis des médicaments, camisole chimique, hein, c'est souvent ce qui est prescrit. Et puis un épuisement. Et puis là, une perte de l'envie. Il voulait plus être agriculteur. Il avait l'impression de s'être planté. Il a, contrairement au cas du documentaire, il n'a pas arrêté quand il fallait. Mais est-ce qu'on pouvait arrêter? Non, parce qu'on avait un plan de redressement judiciaire sur le dos et on était engagé à rembourser plus d'1 million de francs de dette à l'époque sur 12 ans. Alors là, c'est le documentaire, mais le 25 septembre va sortir votre premier long métrage en salle, Au nom de la terre, qui est inspiré donc de l'histoire de votre famille, hein, avec Guillaume Canet qui interprète votre père, Rufus, votre grand-père. C'est quoi? C'est un hommage au monde paysan, ce film? Ce film, c'est une saga familiale. Vous voyez, il y a de grands espaces, c'est tourné en Mayenne, c'est comme une sorte de western moderne qui est tourné donc à la fin des années 80 quand mon père s'installe et le cœur du film se déroule dans les années 97, 18, 19. C'est toute la joie que j'ai connue, moi, à la ferme, c'est la piscine en bottes de paille, c'est les moissons et la petite sœur qui est sur la charrette de blé, tout en parlant de cette rigueur où les parents investissent, s'agrandissent, là, un élevage de poulets industriel. Et puis, on y croit, il y a de l'amour, on investit ensemble. Et après, il y a un système qui engage à ça. Il y a une coopérative, il y a une banque, il y a une chambre d'agriculture qui vous encourage. C'est ce que raconte le film. Oui. Et il y a forcément il y a un moment donné où ça pète. Et Guillaume Canet incarne mon père incroyablement bien. Et j'ai beaucoup de chance qu'un comédien de cette notoriété et de cet engagement incarne un paysan aujourd'hui. Et ce film raconte ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et ça raconte pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi il faut changer de modèle. Pourquoi on va vers le bio. Pourquoi on a envie de manger et de consommer différemment. Il y a peut-être aussi de la chance d'avoir un tel rôle. C'est ce qu'il dit. Éric de la Chesnée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro, chargé de la rubrique Agriculture, Société. Vous êtes également agriculteur. Vous exploitez 70 hectares d'herbage pour l'alimentation du bétail. En Mayenne. En Mayenne, très bien. Quelle région. Quand on entend toutes ces histoires terribles, hein, les agriculteurs qui commettent l'irréparable, c'est vraiment avant tout parce qu'ils étouffent sous les dettes. Il n'y a pas que ça. Moi, je dirais, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. La première chose, c'est la reconnaissance. La reconnaissance du métier au nom de la société. Il y a de plus en plus d'agri-bashing. Donc, on accuse les agriculteurs de tous les maux. Ce sont des pollueurs, des bouffeurs de subventions. Et finalement, dans la réalité, certes, comme dans tout métier, il y a toujours, entre guillemets, des brebis galeuses, mais la grande majorité des agriculteurs sont là pour nous nourrir. Et ça, on a tendance à l'oublier. Oui. Parce qu'on est complètement déconnectés, nous, dans les grandes villes, où il suffit d'aller dans l'épicerie du coin et on a à manger. Mais on a oublié qu'avant la guerre, même au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on n'était pas en autosuffisance alimentaire. Et grâce aux agriculteurs, on a de quoi se nourrir tous les jours dans son assiette. On va reparler de cette reconnaissance et de ce rôle effectivement absolument essentiel et un peu oublié. Mais ces problèmes effectivement d'endettement, de surendettement, il y a un moment aussi où effectivement les agriculteurs ne parlent pas, comme on dit, ils sont taiseux, ils s'enferment, ils ne vont pas en parler à d'autres agriculteurs ou à des psychologues ou à des. C'est effectivement quelque chose que vous avez déjà ressenti? Oui, bien sûr. Là, c'est vrai que c'est une des grandes causes aussi du suicide, comme vous disiez tout à l'heure. Les factures qui s'entassent dans la cuisine. Et puis finalement, après, ça vous travaille, puisque la cuisine, c'est le lieu convivial où on reçoit les voisins, où on discute. Et puis finalement, ça devient le lieu de cauchemar, parce qu'on voit toutes ces factures qui s'amoncellent. Et moi, je me souviens d'un reportage que j'avais fait en Sud-Manche, où Yannick, éleveur laitier, qui a abandonné depuis d'ailleurs, me disait, tu vois, tous les matins, c'est comme si tu cramais 3 billets de 50 €. Alors pourquoi je vais me lever si c'est pour perdre de l'argent ? Et lui, il était totalement désespéré. Heureusement, il avait un entourage. Heureusement, il a pu en parler. Parce que je trouve que dans la plupart des cas, c'est un sujet tabou dont personne ne veut reconnaître l'existence.
Et effectivement, cette honte vécue par des agriculteurs qui peuvent parfois basculer à cause de la météo. Mais cette honte, ils la prennent pour eux. Oui, parce que tout s'accumule. Et effectivement, c'est une activité très météo sensible. Et en plus, si vous avez un coup de gel ou un coup d'inondation, enfin un été trop humide comme on a eu en 2016, qui a même atteint les céréaliers avec la chute des cours et de la qualité des produits, effectivement, ça rajoute dans le millefeuille des problèmes. Et il y a le poids de la famille, on en parlait tout à l'heure. Cet agriculteur, Yannick, habitait juste en face de ses parents qui étaient retraités. Et donc, ses parents qui étaient retraités le voyaient s'effondrer de jour en jour. Et alors que pour eux, c'était une fierté puisque son père était cantonnier et il avait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour devenir propriétaire. Et il voyait son fils qui n'arrivait pas à vivre avec 80 vaches, alors que lui, son père, avec 40 vaches, il vivait tout à fait bien. Il y a une permanence de prévention du suicide des agriculteurs qui s'appelle Agri-Écoute. Il reçoit beaucoup d'appels ou pas? C'est en hausse constante. C'est la MSA qui a mis ça en place justement pour prévenir du suicide et pour que les proches n'hésitent pas à appeler, parce qu'en général, vous me direz, Édouard, mais c'est pas l'agriculteur lui-même qui va décrocher le téléphone, c'est son entourage et qui va ressentir des premiers effets. Et donc cette cellule Agri-Écoute est très bien parce que ce sont des psychologues et ça permet de décharger le fardeau que l'on a quand on sent qu'un de ses proches ne va pas bien. Oui. Juste pour rebondir, c'est toujours bien que la MSA mette en place une cellule Agri-Écoute, sauf que la MSA est un des premiers créanciers des paysans. Donc c'est compliqué quand on reçoit tous les matins une lettre de la MSA de leur dire ça va mal, même si encore une fois il y a des très bonnes assistantes sociales à la MSA. La sécurité sociale des agriculteurs. Exactement. Aujourd'hui, qui fait le plus gros travail de prévention et d'accompagnement technique, juridique et psychologique, c'est Solidarité Paysans. Qui compte 1000 agriculteurs bénévoles et 80 employés. L'accompagnement d'une famille sur un an, c'est 1 200 €. D'accord. Quand elle est accompagnée, quand la femme, la sœur, l'enfant dit « mon mari, mon frère, mon père va pas bien », encore une fois eux qui contactent. la famille est sauvée. D'accord. Mais il faut faire cette démarche. Il faut en parler, il faut les accompagner, mais ce n'est pas le gouvernement qui met tout ça en place. Alors c'est vrai qu'il y a une contradiction quand on demande aux Français quand même ce qu'ils pensent du métier d'agriculteur. Ils ont très globalement une bonne opinion, ça c'est vrai, mais vous le disiez, le monde paysan souffre d'un manque de reconnaissance. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Il y a un contraste, oui, effectivement. Ces bien-aimés qui sont humiliés, quoi. Les paysans on la cote parmi les Français parce qu'on les considère très courageux, très travailleurs, durs au mal. Mais de l'autre côté, il y a aussi le mauvais aspect de certains, c'est-à-dire qu'on estime que ce sont des pollueurs qui ne font pas assez attention à l'environnement. C'est vrai que certains, on les appelle les Brutus. Moi, j'en vois dans mon département, malheureusement, dès qu'il y a une haie, ils la coupent. Alors que maintenant, on l'a vu encore récemment, il y a la biodiversité est en chute libre, il y a de nombreuses espèces qui ont disparu, des insectes, et qui ne font pas attention dans l'environnement, à l'environnement dans lequel ils vivent, mais c'est plutôt le rendement. Et c'est vrai qu'on a changé quand même de curseur. Le rendement était important dans les années 70-80, mais maintenant, il faut faire attention aussi à pas bousiller l'environnement dans lequel on vit. Tout ça pour faire plus de productivité, ça, j'appelle ça le cercle vicieux. Parce que même l'agriculteur, plus il produit, plus il s'agrandit, et moins il arrive à vivre. Et on voit bien avec Guillaume Clouet dans le reportage. Guillaume, il a arrêté à temps. Il dit maintenant, je travaille 2 fois moins et je gagne 2 fois plus. Bon, il y a quand même un petit problème. Absolument. Il y a un petit problème. Marie, vous n'avez peut-être pas que des amis dans l'agriculture. Non. Comment ils voient votre envie de vous installer comme agricultrice en vous disant c'est courageux ou c'est fou ou c'est comment les réactions? Globalement, mon entourage familial ou amical m'encourage beaucoup. Donc en me disant que c'est un beau projet, que c'est un beau métier et que voilà, il y a plein de belles choses à faire au travers de ma démarche. Donc je suis plutôt bien soutenue. Je pense que j'ai jamais rencontré une personne qui me dise que c'est une mauvaise idée et que je ne devrais pas m'engager dans ce nouveau métier. Donc globalement, oui, c'est plutôt positif. Ouais. Stéphanie, vous avez vous aussi l'impression que les agriculteurs sont montrés du doigt? Oui.
Oui, nous, à petite échelle, moi, sur mon exploitation, Oui. Quand on triait encore les vaches, on est dans un carrefour, il faut que les vaches traversent la route matin et soir pour les sortir. Et c'est vrai qu'on voit un peu des gens qui grincent des dents quand il y a une bouse de vache sur la route. Ou... voilà, nous, je dis pas le voisinage proche, mais l'entourage local, ça a été un frein, par exemple. On s'est posé la question à un moment donné pour passer en bio. Et pour faire pâturer les vaches, ça allait être très difficile. Oui, c'était pas un problème de volonté, c'était Oui, de voilà. possibilité. Oui, manque de possibilités. Et on a l'impression que tous les agriculteurs peuvent s'installer demain en bio s'ils veulent. Et ben voilà, mais C'est sauf l'image. que oui, tout à fait. Et toutes les exploitations ne s'y prêtent pas. Édouard Bergeon, cette image effectivement d'agriculteur pollueur, d'abord comment vous le vivez? Et on a l'impression effectivement qu'on oublie complètement aujourd'hui que ce métier, c'est à la fois une passion et quand même un sacerdoce. Hein. Bah oui, on est agriculteur, NAIP. On peut le devenir, hein, mais moi je suis né dans une ferme. Jamais je troquerai ma jeunesse contre une autre. C'est paradoxal, hein. À chaque grande messe, tous les mois de février, le salon de l'agriculture, il y a un sondage qui est fait. Est-ce que les Français aiment leurs agriculteurs? Oui, à plus de 80%. Votre documentaire, vous l'aviez diffusé au salon de l'agriculture? C'est difficile dans ce genre de grand raout de diffuser des documentaires qui pointent des problèmes. C'est difficile de dire qu'il y a un suicide tous les 2 jours au ministère de l'Agriculture. C'est militant en même temps. C'est militant, ouais. Mais a priori, il n'y a pas de problème pour le ministère. Donc, Je disais, vous êtes aussi restaurateur. Ces restaurants, ça correspond à la même éthique? C'est un trait d'union avec la terre que je n'ai pas reprise, parce que mon père m'a toujours encouragé à bien travailler à l'école pour choisir mon métier, contrairement à lui qui ne l'avait pas choisi. Donc, vous voyez, ce poids du grand-père. Juste un petit aparté, les grands-pères ont gagné de l'argent dans les années 30 glorieuses, les années 70, les années 80. Ils ont fait du capital, ils ont acheté des terres, ils ont construit des pavillons. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalage total avec leurs fils. Les enfants qui ont repris. Exactement. Il faut arrêter de dire « je fais l'agriculture de mes grands-parents ». Non, c'est eux qui ont mis le bras dans la mécanisation, la chimie. Il y a longtemps qu'on ne mettait pas de chimie. Oui, c'est un sacerdoce et surtout c'est un trait d'union, cette aventure restaurant, parce qu'on réfléchit à des vins nature, notre propre maraîchage, des viandes fermières, que des produits sourcés, de la vente directe. Aujourd'hui, le consommateur, ça y est là, il sait qu'il faut qu'il fasse autrement. On a 20 ans, hein. On mange une planète et demie par an. Si on ne veut pas que la théorie de l'effondrement, elle est réelle. Hein. Donc si on ne veut pas que la Terre tout s'effondre, il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment consommer différemment. Donc d'être parti dans cette aventure-là, c'est le trait d'union qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai passé mon diplôme pour avoir mon BPREA, l'équivalent d'un bac pro agricole, et que d'une certaine manière, c'était pas prévu, mais ma maman doit prendre sa retraite, et puis il y a un tel monde paysan qui n'est pas solidaire parce que c'est le voisin, c'est à celui qui va bouffer l'autre. Ça existe aussi, ça, hein, attention. Hein. Quand on est gros, on veut grossir. Quand on a du pouvoir, on veut en avoir encore plus. Et bien moi, par amour de la terre, du métier, pour rendre hommage aussi à mon père, et dans l'objectif de changer le modèle et de cultiver des produits bio. Mais vous voulez faire quoi comme type d'agriculture? On fait des céréales, mais on est déjà dans des techniques de couvert végétal pour enlever le glyphosate. On ne laboure plus pour que justement la biodiversité, les petits vers de terre reviennent. Enfin, les agriculteurs, ils n'ont pas attendu qu'on fasse des lois, ils n'attendent pas qu'on fasse des lois pour leur dire comment cultiver la terre. Hein. Attention. Sauf qu'il y a une industrie agrochimique, agroalimentaire qui pèse lourd. Il y a des chambres d'agriculture, il y a des lycées agricoles. Les lycées agricoles dépendent du ministère de l'Agriculture, pas du ministère de l'Éducation nationale. Oui, d'accord. Voilà. Donc, il faudrait peut-être apprendre déjà comment changer les techniques avant d'accuser les paysans. Donc moi, mon but, c'est de pouvoir transformer l'exploitation agricole pour que la terre soit vertueuse pour l'environnement, pour le consommateur et pour l'homme. Marie, je disais, vous êtes en train de mettre au point votre projet de le ficeler, mais déjà, vous voulez être une agricultrice comment? Je veux être une agricultrice moderne, dirons-nous. En fait, on parlait de vente directe tout à l'heure. Donc, il y a déjà de la vente directe sur l'exploitation de mes parents, donc avec de la fabrication du beurre fermier. Et donc ça a du sens pour moi, en fait. Enfin, l'élevage laitier, je trouve que c'est intéressant. Enfin, voilà, pour moi-même, si j'arrive à derrière valoriser le produit. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir produire, transformer et ensuite vendre
pour pouvoir avoir du contact aussi avec les consommateurs. Et puis, parce que c'est intéressant aussi quand les clients viennent et qui nous demandent pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, comment on le fait. Donc ça a du sens pour moi. Et ensuite, c'est aussi pour avoir un retour de valeur ajoutée. On parlait aussi des laiteries avec lesquelles c'était parfois compliqué. On a un rapport de force qui est très déséquilibré, dirons-nous. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir maîtriser les charges que j'aurai sur l'exploitation, mais aussi les produits. Parce qu'aujourd'hui, on a des productions qui sont liées à des marchés. Et comme tout marché et l'ampleur qu'ils ont, c'est compliqué on ne peut pas les maîtriser parce qu'il y a plein de facteurs qui viennent les déstabiliser dans un sens ou dans un autre. Et donc, je trouve que si j'arrive à garder cette valeur ajoutée et à maîtriser le prix de vente de mon produit, ça aura du sens pour moi, en fait. Voilà. Et puis, j'aimerais quand même, avec tout ça, puisque l'élevage, c'est très astreignant, j'aimerais réussir à me garder du temps libre et surtout ne pas m'oublier dans ce que je suis. En n'étant pas toute seule, du coup. Voilà, et dans ce que j'aime faire hors exploitation agricole. Pouvoir partir un petit peu en vacances, avoir un week-end de temps en temps, voilà, c'est important pour moi aussi. Quand on entend Édouard, quand on entend Marie, on se dit quand même qu'il y a des raisons d'espérer dans l'avenir. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui ont envie de continuer ou de se lancer. Bah oui, il y a 2018, il y a eu 14 000 installations. Je crois que plus de la moitié, c'est du hors-cadre familial. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne dépendaient pas, comme Édouard, qui ne sont pas nés dans une ferme. Donc c'est vrai que il y a de l'espoir. Moi, je suis un cas aussi. Certes, ça me titillait quand j'étais gamin, quand j'allais en vacances à la ferme, justement. Ferme familiale. Voilà, ferme familiale. Mais donc, après, j'ai passé mon BEPA en 2005. Justement. Brevet d'enseignement professionnel agricole. Voilà. Production animale, parce que je trouve que les animaux, c'est un peu aussi l'âme de la ferme. Et donc, il y a plein de cas de gens dans le milieu ovin, dans le milieu bovin, plein de jeunes qui veulent s'installer, retour un peu aux sources, qui en ont marre de cette vie un peu trop trépidante, de l'immédiateté, qui ont besoin d'authenticité, de rapports sincères, de retour tout simplement à la terre, et qui se lancent dans des projets. Et je dirais, comme ils ont la maturité, c'est des projets en général qui aboutissent. Il y a peut-être moins d'échecs à leur âge que quand on va en direct. Oui, ce que fait Marie qui met du temps à préparer son... vous êtes donc retourné sur les bancs de l'école. Hein. Oui. Donc après les crises agricoles, est-ce que la façon d'enseigner l'agriculture, vous le disiez de quel ministère ça dépendait, la façon d'enseigner l'agriculture, est-ce que ça a du coup complètement changé? Est-ce qu'on s'est adapté à ces crises qui sont survenues? Je trouve déjà, le bio, on en parle beaucoup, mais à l'école, on ne l'enseigne pas tellement. Moi, j'étais vraiment étonné. Bon, peut-être que ça a changé depuis, hein. Mais c'était vraiment la dernière chose dont on parlait. Hein. On prenait la vache comme une unité de production, pas comme un être doué de sensibilité. Je suis désolé, mais c'est quand même un animal, quoi. Hein, c'est une œuvre de la création, et je suis désolé, avec une vache, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est qu'on ne parle pas de bien-être animal dans les études? À mon époque, ça fait plus de 10 ans, on n'en parlait pas, non. C'était pas une donnée, c'était les PDIN, les PD. Enfin, j'ai jamais vu une matière, un enseignement où il y avait autant de sigles. Donc les hommes, c'est des UTH, unités de travail humain. Les primes. Sinon, on peut appeler ça des agriculteurs, mais non, c'est plus simple comme ça, UTH. C'est UTH. Ta SAU, elle est de combien? Donc, surface agricole utile. Enfin, c'était que des sigles, qu'un monde de sigles. On avait l'impression que c'était fait exprès pour celui qui n'était pas du milieu ne comprenne pas. C'était un genre de seconde langue, de langue réservée à certaines élites. Et puis, oui, c'était vraiment décalé par rapport à... On était un peu hors sol, quoi. Complètement décalé par rapport à la réalité et aux demandes du consommateur. Les cas aussi, moi, ce qui m'avait un peu heurté, les cas étaient faits par les grands chimistes, BASF, Bayer, les cas sur lesquels on travaillait. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une vision l'indépendance n'est pas totale. Voilà, un petit peu tronquée après de l'agriculture. Et cet esprit productiviste, finalement, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde y perd, de l'agriculteur jusqu'au consommateur.
Parce que le consommateur n'attend pas les produits ou ne trouve pas les produits qu'il voudrait manger. Donc on fait du volume, au lieu de faire de la qualité, peut-être mieux, mais de meilleure qualité. Et avec une marge pour l'agriculteur, quand même, c'est important pour lui qu'il ait un revenu digne de son métier et des heures qu'il consacre à ce métier. 70 heures au moins par semaine, qui travaille 70 heures par semaine pour gagner, même pas pour gagner d'argent. C'est quand même un peu embêtant, vous le disiez, la jeune génération va faire les choses différemment. Mais on ne leur enseigne pas comment faire. Je ne suis pas enseignant, on a une enseignante. Oui, je vais vous demander, non, mais c'est quand même. Je voulais votre réaction en tout cas, à ça. Il y a des efforts, je pense que ça va être confirmé, qui sont faits dans les lycées agricoles, mais il y a tout un modèle à changer. Voilà. Il y a toute une économie agricole entre l'agrochimie, l'agro-industrie. Il y a des centaines de milliers d'emplois en France. Aujourd'hui, on produit certains pesticides interdits en France ou en Europe, l'atrazine, mais on l'exporte à l'étranger. Vous voyez ? Donc, pour aller vers le bio, le challenge de ces 20 prochaines années, c'est déjà de convertir l'agriculture conventionnelle vers du non chimique. On est les champions d'Europe de l'épandage de pesticides, plus de 70 000 tonnes par an. Il faut peut-être se poser quelques questions, non ? Et aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, qui ne sera plus disponible de toute façon et qu'il faut supprimer. Et l'enseignement, ça bouge ? Oui, du coup, je voulais rebondir. Effectivement, donc j'enseigne dans un lycée agricole à l'Institut de Genêt à côté de Lille pour des BTS. Et effectivement, les programmes ont quand même beaucoup changé. Je ne les ai pas connus à votre il y a quelques années à peine. Voilà. Mais effectivement, on est tout le temps en train de parler aux jeunes de durabilité, Enfin voilà, on leur demande de bien remettre leurs projets, leurs questions dans une notion durable avec l'environnement, le social et l'économique à chaque fois. Donc on a toujours ces 3 dimensions, les 3 piliers. Donc oui, il y a des choses qui ont changé. Les sigles existent toujours aussi, c'est toujours les mêmes. Et effectivement, quand on a des jeunes qui ne sont pas du milieu, qui arrivent dans les formations, au début, ils ont toujours un petit peu de mal à Alors, se c'est bien de les retrouver. inciter à venir rejoindre ce monde. Voilà. Après, l'idée, c'est pas non plus d'aller 100% vers la production bio. Enfin, c'est pas forcément comme ça que c'est rédigé, les programmes. C'est de leur ouvrir le champ des possibles. Après, à chacun de trouver le système qui lui parle et qui a du sens et qui est viable. Aurélien va reprendre la ferme. Il est toujours aussi motivé. Oui, tout à fait. Et vous le poussez pas ? Oui et non. Enfin, on aimerait vraiment, qu'il reprenne parce qu'on sait que c'est tellement une passion pour lui. Mais on essaye de le laisser un petit peu au collège en voie générale pour l'instant, en se disant qu'il mûrisse vraiment bien, qu'il mûrisse vraiment bien son projet et pas fermer les portes non plus pour l'avenir, quoi. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre exploitation. Merci. Donc d'avoir participé à cette émission. Alors, Éric de Lachenay, votre ouvrage « Agriculteurs, les raisons d'un désespoir », c'est publié chez Plonhec, Arrache des Rambarches, on dit comme ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Édouard Bergeon, on a noté la date du 25 septembre prochain pour la sortie de votre premier long métrage Au nom de la terre avec Guillaume Canet, donc dans le rôle de votre père. Sachez que sur le site France TV, il sera possible de revoir ce documentaire ainsi que le débat. Donc voilà, sur le site de France TV. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5. Bonsoir.